J'essaie de revenir avec vous. J'imagine que comme moi, il y a plein d'émotions dans le corps. Peut-être que vous sentez votre cœur qui bat. En tout cas, moi, je sens le mien. D'être présent à ce qui est là. Et le prochain intervenant qui va nous rejoindre, c'est aussi l'histoire d'un enfant. Florian, enfant, qui dans la classe se faisait réprimander parce qu'il regardait toujours par la fenêtre. Il regardait toujours par la fenêtre, il était soi-disant pas attentif, ce Florian. Pas attentif à ce qu'on avait noté au tableau peut-être. Et finalement, peut-être qu'il était justement très très attentif au plus important, à ce qu'il émerveillait depuis le plus jeune âge, la nature, le monde vivant. Et Florian a réussi à faire de cette passion et de cette capacité d'attention son métier pour notre plus grand plaisir. Et il la met au service de la protection du vivant. Je vous demande d'accueillir Florian Ledoux qui nous vient de Norvège expressément pour Émergence. Merci Florian. Merci Caroline. Merci Caroline pour cette introduction. Par contre, tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Là, ça me change de la banquise. Alors, j'aimerais commencer avec une petite question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous pouvez y réfléchir. Qu'est-ce que la nature est pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Comment elle vous impacte au quotidien dans vos choix? Si je vous le demande, c'est parce que pour moi, la nature à mes yeux, c'est une des choses les plus importantes à chérir. Elle nous procure un bonheur, une joie qui est intense et infinie. Tous les hivers, depuis quelques années, je passe, à partir du mois de février, des mois entiers sur la banquise. Alors je ne suis pas tout seul, nous travaillons en petites équipes. Ce temps que nous passons sur la banquise nous permet d'être immergés au plus près de la nature, pour en documenter la beauté, mais aussi sa fragilité. Oh, pardon, j'ai été trop vite. Voilà un exemple des paysages dans lesquels nous passons l'hiver. La lumière peint des couleurs artistiques sur une toile blanche. Dans ces paysages incroyables, il serait facile d'oublier que la glace est un milieu difficile à gérer. C'est un milieu qui bouge en permanence, qui casse, et donc qui rend notre quotidien dangereux quelque part, ou qui nous rend aussi constamment sur l'éveil. Pour passer l'hiver sur la glace, nous utilisons ces petites boîtes que nous avons conçues. On les appelle les pods. Ces pods, on les tire derrière nos motoneiges au fil des mois qui passent. Et ça nous permet d'être sur la banquise, en pleine autonomie, au plus proche des animaux. Avec ces pods, on peut faire de l'eau, on sait faire de l'électricité avec des panneaux solaires et des petites éoliennes, et puis aussi un générateur si besoin. Et puis on peut même se chauffer, étonnamment. Nous sommes aussi confrontés à des climats hostiles. Je n'arrive pas à passer la prochaine slide. Et notamment, ça a été le cas cet hiver avec une tempête qui a sévi pendant plusieurs jours, et notamment une session de 18 heures où on était en hauteur sur les glaciers. On s'est retrouvé pris dans une température ressentie de moins 75 degrés. Et comme on le voit en bas à droite, ça a été plutôt difficile à gérer. On ressort d'ici avec des engelures sur le visage et on se demande pourquoi on est là. Pourquoi on cherche cet émerveillement en nature. Le temps que nous passons sur la banquise nous a permis de prendre part à des projets d'ampleur qui sont importants pour nous afin de partager avec une audience assez large des images et notre passion. Et ça a été le cas avec Frozen Planet 2, BBC, et Polar Bear sur Disney+. Évidemment, là, on ne parle plus d'une passion à ce niveau-là, c'est complètement une obsession. Nous sommes fascinés par la glace, on en a besoin pour vivre. Et cette obsession n'est pas née du jour au lendemain. Vous imaginez qu'il y a tout un parcours, un cheminement, une recherche de connexion à la nature. Puisqu'au final, malheureusement, dans nos sociétés, dans nos modes de vie, la façon dont on grandit, on est très déconnecté de la nature en réalité. Et moi, le premier, je l'étais quand j'étais jeune. Et cette quête, ce besoin de reconnexion à la nature, pour moi, il a commencé quand j'avais 10 ans, lorsque mes parents m'ont emmené ici, en Laponie. Il faisait moins 40, et j'avais souvent pour habitude de dire en conférence que c'était un peu la graine, l'envie de reconnexion. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'est pas vrai. Parce qu'on a tous en nous, et vous y compris, ce besoin d'être en nature. Parce que c'est là d'où on vient. Donc cette quête, on l'a initialement en nous.
Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des moments forts qui m'ont marqué, des expériences de vie avec les animaux qui m'ont touché, qui m'ont procuré un émerveillement, une joie et qui m'ont fait pleurer. Ici, nous sommes sur la banquise, début mars. Le soleil revient tout juste après des mois de nuit polaire. Il peint des couleurs incroyables sur ces glaciers, sur cette banquise où nous allons évoluer. Il fait -30, tout gèle. Nous rencontrons un ours polaire, un mâle, qui suit des traces de femelles. Il les sent, il les suit, il marche dedans. Lui aussi, il a une quête. Comme ça, pendant des semaines, des jours, il va suivre les traces, il va s'arrêter partout où la femelle a été. Il va sentir, et puis il va avancer, un peu à l'aveugle, parce qu'à ce moment-là, il ne la voit pas encore. Il était beau, il était pur, il était élégant, majestueux, il n'avait pas une cicatrice, il était infatigable dans sa quête. Alors qu'il s'est approché plus près de nous pour nous sentir, voir curieux de qui on était, nous juger, dans un respect mutuel, un émerveillement mutuel, un silence total, on l'a entendu respirer. J'avais des frissons dans tout le corps. C'était un moment intense. Et puis, il a continué son chemin. Éventuellement, quelques jours plus tard, il a trouvé cette femelle, pour son plus grand bonheur. Mais au début, c'est pas facile. Il doit rester à distance. Comme ça, pendant des jours, des semaines encore une fois, il va copier tous les mouvements de la femelle. Ils vont parcourir tout type de glace, monter des montagnes, descendre des montagnes, aller sur différents types de glace, passer différentes météos. Et comme on le voit ici, il garde sa distance, il copie tous les mouvements de la femelle. Si elle s'arrête pour dormir, il s'arrête. S'il va trop vite, elle va le repousser. Ou alors, elle va le fuir, tout simplement. Éventuellement, après des jours comme ça d'approche, la femelle va le laisser venir, si c'est le bon mâle, si c'est lui, si elle l'aime. Et puis, le contact va être établi. Ils vont commencer à jouer ensemble, à se rouler dans la neige, sur la glace. Ils vont même se mettre debout sur leurs pattes arrière et se pousser sur cette glace fraîche, dans un décor complètement fascinant. Et pour reprendre ce qu'Emmanuel disait avec la patte des ours qui est antidérapante, là, ce soir-là, ils faisaient du patin à glace. Ils verrouillaient leurs jambes avant et poussaient avec la 4e patte arrière, comme on le voit, et ils se laissaient glisser. D'ailleurs, c'est une très très belle scène dans le film Disney Polar Bear. Finalement, après s'être accouplés, ils se sont endormis ensemble sur un lit blanc. C'était un moment émouvant, touchant. Face à une telle beauté, nul ne peut rester insensible. Des larmes me sont venues aux yeux. Évidemment, elles ont gelé. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des tempêtes fortes, des vents violents, qui ont chassé la glace côtière, donc qui est attachée à la côte, laissant entre nous, qui nous étions réfugiés sur la côte, et la glace, un vide d'eau libre, qui là est en train de regeler. Ici, on comprend mieux le décor, avec à droite la côte, à gauche la glace qui est partie. Évidemment, comme je vous le disais au début, la glace est un milieu dangereux. Donc, quand on sait qu'il va y avoir des tempêtes, on se réfugie à terre pour éviter d'être à la dérive et partir vers l'océan, sur une plaque de glace. Cette mer qui regèle, cette glace en formation, c'est un terrain de jeu artistique infini. Il y a des lignes, des formes complètement fascinantes. Je dis souvent que c'est la glace, un musée d'art à ciel ouvert, en permanence, en évolution. C'est un musée éphémère. Chaque jour, il y a des nouvelles œuvres. Ça évolue, ça change. Et puis, le lendemain, il y en a des nouvelles. Je dis aussi souvent que cette nature, cette glace, c'est elle l'artiste. Nous, éventuellement, on a développé nos yeux, nos émotions, notre émerveillement pour cette nature, afin de pouvoir la capturer et vous la montrer. Mais en aucun cas, nous aurions le mérite de prendre le crédit. C'est vraiment la nature qui crée ces œuvres. Sur la glace fine, nous avons aussi rencontré un autre ours, qui lui aussi était en difficulté comme nous sur cette glace. Et là, on le voit répartir son poids pour ne pas passer au travers de la glace. Ils sont très très intelligents. Encore une fois, comme Emmanuel le disait, les animaux apprennent très vite. Ici, on le voit capable de marcher sur une glace très fine et de lire les différentes épaisseurs
là où nous, on serait incapable de faire cela et de comprendre cela. Et ça, ils l'apprennent dès le plus jeune âge, quand ils sont encore des jeunes enfants, des jeunes oursons. Celui-ci avait 1 an et demi, et il s'amusait à sortir de l'eau, sur cette glace fine, et à ressauter directement dans l'eau. Mais il n'était pas tout seul, son frère aussi voulait jouer. Son frère, lui, ici, arrive en courant sur lui pour faire un saut, un splash, un plat-ventre, devant les yeux de leur mère qui les regardent. Alors le frère avait une technique complètement différente. Lui, il essayait de marcher sur l'épaisseur de la glace, sous l'eau. C'était assez drôle. Et puis au final, après s'être amusés comme ça pendant des heures, ils ont rejoint la banquise un peu plus solide. Leur mère a trouvé un iceberg qui était prisonnier dans la glace. Elle s'est assise en haut et sous nos yeux, elle s'est mise à les allaiter. C'était un moment intime. Nous avions le sentiment d'être vraiment dans leur cercle familial. Après s'être allaités, toujours sous nos yeux, alors qu'on les observait à distance dans nos jumelles, ils se sont endormis. C'était agréable, paisible. Mais il n'y a pas qu'eux qui utilisent les icebergs. Nous aussi, on les grimpe pour pouvoir voir plus loin, trouver les ours, les animaux, aussi lire la glace, évidemment. Plus tard dans la saison, nous avons rencontré Svetlana et son frère, avec leur maman Elsa. Svetlana et son frère venaient tout juste de naître il y a 4 mois, en hiver. Ils étaient beaux, ils étaient innocents. Et alors qu'ils rentraient dans cette ville abandonnée, une ancienne mine russe, au Svalbard, j'ai eu comme un message d'espoir qui m'est passé par la tête. L'idée que lorsque l'homme disparaîtra et laissera un chaos derrière lui, la nature, elle, continuera, sera toujours là, comme c'est le cas ici, avec cette maman, encore une fois, qui allaite ses petits, devant des infrastructures portuaires laissées à l'abandon. Et puis Svetlana et son frère ont continué leur parcours avec leur mère pendant 2 ans et demi. Enfin, ils auraient dû. À 2 ans, un mâle est venu et les a séparés de leur maman. Comme Elsa, leur maman avait estimé qu'ils étaient assez grands et assez intelligents pour survivre tout seuls, pour être indépendants, elle a choisi d'aller vers le mâle. Autrement, elle serait partie avec ses oursons pour les protéger. Cette année, au mois de mai, j'ai eu la chance de revoir Svetlana. Elle venait d'avoir 2 ans et demi. Elle était toute seule, un soir d'été, en train de chasser devant un trou de phoque. Et c'était d'un réconfort incroyable de pouvoir témoigner d'une oursonne que j'avais vue grandir, toute petite, et qui, au travers des années, avait réussi à survivre, et même à partir plus tôt du cocon familial. Et c'était aussi le cas de son frère. Et c'était réconfortant de voir que la maman avait réussi à élever 2 oursons. Il faut savoir que la première année, 50% des oursons ne survivent pas. Non seulement elle a réussi à survivre, mais tout comme son frère, sa mère et plein d'autres oursons que nous avons observés, se sont devenus des maîtres en termes de chasse de rennes. Un comportement assez nouveau, du moins qu'on observe de plus en plus. Et ils ont développé tout un tas de compétences. Ils courent super vite et quand on travaille avec ce sujet, ce nouveau comportement qu'on observe, on se pose des questions. On se demande, est-ce que les ours vont disparaître quand il n'y aura plus de glace? Dans mon point de vue, pas forcément. Parce que ce qu'on voit, c'est que la nature, elle est très résiliente, elle est très forte, elle est capable d'adaptation, de changement, voire même de réparer nos erreurs, quelquefois. Mais seulement si on lui donne une chance. Malheureusement, les ours polaires, aujourd'hui, sont encore chassés énormément. On en tue plus de 1000 par an. Et entre 1965 et 2015, c'est plus de 53 000 ours polaires qui ont été tués. Avec le temps que nous passons sur la glace, à observer ces animaux, à vivre avec eux, on remarque des choses qui parfois démontrent des croyances. Et notamment le fait que on pensait souvent dans le milieu scientifique que les ours, quand ils se séparaient de leur maman, c'était une séparation brutale. Et en réalité, c'est plutôt une séparation comme chez nous les humains. Les ados ne s'en vont pas du jour au lendemain de votre foyer. Et donc, les ours et les oursons se séparent doucement. La maman va garder un œil sur leurs enfants à distance. Ça a été le cas de cette oursonne qui, quand elle s'est séparée, a continué à suivre sa mère à peu près à une journée de distance. Elle va marcher dans ses pas,
et des fois créer un contact visuel. Cette nuit-là, car oui, nous travaillons la nuit plus tard dans la saison, au mois d'avril, vu que le soleil ne se couche plus, c'était un moment difficile, il faisait froid. Et comme nous passons beaucoup de temps sur la glace, tout n'est pas toujours sujet d'émerveillement. Il y a des jours où c'est difficile, des jours où nous sommes fatigués, nous subissons le froid. Et alors que j'y croyais plus beaucoup, à la fin de la nuit, on continuait à sillonner la glace et nous avons rencontré ce beau renard polaire qui mangeait des restes de renne, probablement d'une des oursonnes qu'on avait observées avant. Il m'a laissé venir dans sa zone intime, alors que je ne m'y attendais pas. J'avais cru que la journée mènerait à rien. Après des heures d'observation, à ramper, m'allonger, avancer, m'arrêter, observer, m'émerveiller, à continuer à avancer tout doucement, j'ai fini par être super prêt. C'était un moment magique, un moment dans lequel on oublie tout, le froid, la faim, la peur éventuellement qu'il pourrait y avoir, et puis même l'envie de faire pipi. Face à l'adversité, aux difficultés que nous vivons sur le terrain, on ne peut être que humble sur cet endroit où nous sommes de simples invités. On ne peut être que admiratif de la puissance et de la beauté de ces animaux qui, eux, survivent dans des conditions extrêmes. Tous les animaux que nous voyons, que nous rencontrons, ont des caractères, ils ont des personnalités. Ils vont agir différemment. Certains vont être curieux, d'autres un peu froussards. Ils ont aussi des comportements et donc des identités physiques. On les reconnaît, ils sont différents. Différents traits de caractère, différents corps. Tout cela nous permet de les suivre, de les comprendre mieux, et surtout aussi de voir qu'en fait, ils ont des émotions, ils ressentent des choses, tout comme nous. La peur, la haine, l'amour, la joie, peut-être pas l'émerveillement, en revanche, on ne sait pas. Donc au final, ils ne sont pas si différents de nous. Problème de slide. Pardon. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que 4% d'animaux sauvages à peu près sur Terre. Et malgré ça, on n'arrive toujours pas à trouver un équilibre, une place, et à vivre en harmonie avec eux. Pourtant, la nature, ce sont nos origines. C'est là d'où on vient. C'est pour ça qu'on s'y sent bien, qu'on s'y sent émerveillé. Il y a comme si on avait une connexion lorsque on est là-bas, dehors. Comme si on comprenait qu'on faisait partie d'un tout plus grand que nous, qu'il faut que l'on protège. Parce que ce tout, cet équilibre de la nature, c'est lui qui soutient notre vie sur Terre. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez sûrement déjà, l'Arctique fond très vite, 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Le Svalbard, où on travaille, 7 fois plus vite. Malgré cela, il y a un espoir, puisqu'on voit que des populations d'animaux qui ont été protégées dans le passé, comme les rennes, qui aujourd'hui sont 20 000 alors qu'ils avaient presque été exterminés, ou les morses, qui eux aussi sont en grande repopulation, ils avaient aussi été presque exterminés jusqu'en 1965 à peu près, ou même les ours, qui eux se maintiennent malgré les réchauffements climatiques. Pour moi, c'est un signe d'espoir, c'est un signe que quand on protège la nature, elle est capable de se réparer, elle est capable de changer, mais il faut encore une fois lui donner la chance de se réparer. Souvent, on considère les changements climatiques, la perte de biodiversité sur Terre, comme des problèmes. En réalité, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des conséquences de nos actes. Et ces mauvais actes, ils sont induits par notre déconnexion à la nature, ce manque d'émerveillement. Alors aujourd'hui, face à ces conséquences, du coup, non des problèmes, il est plus qu'urgent de se reconnecter à la nature. C'est vital. Souvent, pour imaginer le propos, je prends cet exemple où en fait on a comme un grand incendie sur Terre. Ce que je mets dans l'incendie, ou ce que je décris comme incendie, ça va être les changements climatiques, perte de biodiversité et tous les autres phénomènes qu'on impose à la nature, qu'on force, qu'on change. Sur cet incendie, on met de l'eau. L'eau, ça va être les actions qu'on essaie de faire au quotidien pour que ça soit mieux, avoir une énergie plus verte, des voitures électriques, prendre l'avion, manger moins de viande, toutes ces choses-là. Et c'est très bien, il faut le faire.
Mais aussi, pour éteindre un feu, il ne faut pas mettre que de l'eau sur le feu. Il faut aussi couper la source de carburant qui arrive dans ce feu. Et cette source de carburant, vous l'aurez compris, c'est ce manque de connexion à la nature. J'aimerais partager avec vous une petite vidéo qui, j'espère, va vous transporter, vous faire ressentir les émotions qu'on peut ressentir quand nous sommes là-bas, sur place. The sky is clear, the air a crisp -20 degrees. The sun casts lone streaks of amber across the barren plateau. All is calm. In the distance, an agile movement slices through the eternal white. A bear rises on its haunches, its nose quivers, it inhales our scent. Sunlight ricochets off the sea ice and ennobles this great animal. The pads of its feet splayed on the desolate land. With each step, its muscles and sinews ripple through its forelegs and up into its shoulders, betraying its sheer power. But in a moment the bear before us is gone. Its vast body morphed once again with the landscape. Its image swirls as if an abstraction. All of us, united here in the cold and drawn to one another, share more than landscape. We share mutual curiosity. Who are you? I may never know. Guess it must be midnight almost, huh? Or nearby, and the light is amazing. We have all those big mountains over there, and it's something I love in the Arctic. This light is so insane. Aujourd'hui, il est plus que vital de se reconnecter à cette nature, de s'en émerveiller, parce qu'elle a beaucoup plus à nous offrir que des ressources naturelles que l'on exploite. Merci. Un poète japonais disait que les flocons de neige, ce sont comme des lettres tombées du ciel. Et c'est avec ça que notre ami Florian fait ses poésies, ces très très belles poésies photographiques. Merci Florian pour l'inspiration, pour la beauté, pour l'émerveillement. Et on va laisser maintenant Mathieu partager ses quelques réflexions par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu depuis ce matin. Oui, c'est pas tout à fait nécessaire vu l'incroyable qualité, intensité de tous les intervenants. Mais une chose qui est importante, c'est quand on est émerveillé par quelque chose, comme tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, on ne peut pas
ne pas respecter ce qui vous émerveille. Ce qui vous émerveille, vous n'allez pas le négliger, le détruire, le piétiner. Et donc, si l'on est concerné par quelque chose, si on respecte quelque chose, on est concerné par son sort. Et c'est ça qui mène aussi à l'action. Donc certes, le simple l'émerveillement à lui seul ne permettra pas de résoudre les défis immenses, qui est le plus grand défi du XXIe siècle, qui est le défi environnemental, climatique. Néanmoins, face à tant de nouvelles dramatiques sur le réchauffement 7 fois plus vite au Svalbard, les 10 000 glaciers de l'Himalaya, le 3e pôle, qui fondent à une énorme vitesse, c'est vrai que tout ce que nous disent les scientifiques et qui est vrai, et qui nous disent que nous devons faire quelque chose et qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut le faire. Ce qui vous émerveille donne cette inspiration, cette énergie, cette force de s'engager. Donc c'est essentiel et c'est ce que nous ont montré tous nos intervenants. Alors, il y a eu tellement de choses, c'est bien difficile de revenir sur certaines choses, mais j'aime beaucoup l'idée de l'émerveillement modeste de Belinda. Et cet émerveillement modeste me mène à une chose qu'on trouve dans le livre d'Emmanuel, qui est une sorte de condensé sucré de l'émerveillement, de cervelle d'oiseau, mémoire d'éléphant. Elle décrit notamment comment des fourmis qui explorent un nouveau territoire font des zigzags à l'infini. Mais quand il s'agit de rentrer tout droit, donc elles ont tout enregistré, les différents mouvements, les différentes composantes, et puis elles rentrent droit au logis. Comment des jets cachent 3-4 graines dans 10 000 endroits différents. Et l'hiver venu, il faut qu'ils en trouvent au moins 3 000 pour survivre. Vous vous rendez compte? J'ai une autre histoire à propos des jets qui montre qu'ils ont une théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer ce que un autre jet peut penser. Soit d'un jet qui cache quelque chose dans une cachette, et après l'avoir caché, il s'aperçoit qu'il y a un copain qui regarde et qui va venir dès qu'il sera parti. Vous savez ce qu'il fait? Il pourrait reprendre le truc et le cacher plus tard, puis être suivi par le deuxième jet, ça finit plus. Donc il le laisse là quelques instants, il fait semblant de s'en aller, dès que l'autre copain est parti, il revient, il le prend, il va le cacher ailleurs. C'est quand même pas mal. La leçon de tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est qu'évidemment, l'évolution est économe, et si nous avons un tout petit peu d'intelligence, pour encore une fois que nous sommes la seule espèce qui finit par se détruire elle-même, c'est pas très malin non plus. Néanmoins, ça veut dire que de diverses façons, toutes les autres espèces ont ces capacités différentes, parfois beaucoup plus affinées que les nôtres, parfois moins. Emmanuel dit dans son livre que l'intelligence, finalement, c'est pas un critère ultime pour essayer de juger le niveau d'évolution. Peut-être que c'est la faculté de vivre, comment être dans le monde de la meilleure manière possible. Une barge rouge du Canada qui vole en Nouvelle-Zélande sans se poser, c'est la plus grande distance parcourue, 10 000 km, en regardant les étoiles, la lumière polarisée. C'est une merveille totale. Moi, je me perds dans Bruxelles, mais une chauve-souris navigue dans le noir, totalement incapable de faire ça en plein jour. C'est un émerveillement. Comment est-ce qu'une chauve-souris peut imaginer la banquise? On n'a pas idée. Donc, toutes ces facultés qui permettent à chaque être vivant, finalement, de mener sa vie, de jouer, de se reproduire, de jouir de liberté, c'est un émerveillement permanent et c'est ça qui mène au respect. La surprésence, les méditants savent ce que ça veut dire. Alors, c'est pas une surprésence herculéenne où on force, c'est justement d'être parfaitement présent. Une sorte de clarté aussi claire que l'air de l'Arctique et le froid qui vous saisit, la beauté du ciel bleu. C'est aussi le saisissement. Vous avez tous parlé, Alexis, de l'étonnement, le saisissement. Mais finalement, c'est ce qui finalement brise nos concepts et qui permet l'idée aussi de lever la tête après avoir lu un vers de Baudelaire, après avoir lu quelque chose de merveilleux. On lève la tête, puis on voit la nature, le paysage. Et là, il n'y a plus besoin de tout ce blabla, comme Alexandre parle de faire marcher Radio Mental FM. On laisse tomber, on s'imprègne, mais sans élaboration conceptuelle de cette beauté, de cette harmonie. L'idée que l'homme s'est extrait de la nature. Vous avez déjà entendu quelque chose de plus stupide?
C'est comme si on disait, je vais pouvoir m'extraire de mon corps. L'impermanence, l'interdépendance est au cœur de chaque chose. Tout est interdépendant. Comment pouvons-nous nous extraire de cela? Donc, tout cela est essentiel. Oui, saisir Et Hosanna nous a donné ce si merveilleux témoignage de l'appréciation de chaque instant qui passe. Sénèque disait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons, nous en gaspillons beaucoup. Et c'est sûr qu'un ermite, par exemple, dans son ermitage au Tibet, tous les soirs, il va retourner son bol. C'est ce qu'on fait normalement quand quelqu'un meurt. Parce que je ne sais pas si de demain matin ou de ma mort viendra en premier. Et l'émerveillement d'être en vie, comme nous disait Hosanna. Le grand sage bouddhiste Nagarjuna disait qu'il est merveilleux de pouvoir inspirer à nouveau après avoir expiré. J'ai un ami cher qui est décédé il y a quelques années d'une maladie pulmonaire. Ses poumons se calcifiaient complètement. Et je l'emmenais quelque part à l'hôpital. Il regardait les passants et il disait, ils ne se rendent pas compte à quel point il est merveilleux de pouvoir respirer. Donc continuons à nous émerveiller, non seulement pour que chaque instant de notre existence prenne toute sa valeur, mais aussi tous ensemble pour protéger le vivant, pour se rendre compte que toutes ces autres espèces, elles sont comme nous. Nous avons le droit de respecter. Il y a des chiffres qui sont effrayants. On sait, je crois, qu'environ 120 milliards d'Homo sapiens ont vécu sur Terre. Il faut dire qu'il y a 10 000 ans, on n'était encore que 1, 2, 3, 4 millions. Et depuis, on a fait pas mal de dégâts. Imaginez que c'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les 2 mois, les animaux terrestres, marins, pour nos prétendus besoins. Et encore, et encore, et encore, et encore. Donc là, il y a un fossé éthique inacceptable. Il y a quelque chose où tout le monde y perd, les animaux d'abord, les êtres humains par la pauvreté dans le monde, pour tout le gaspillage de ce qui pourrait nourrir 1 milliard de personnes et qui sert à faire des usines de protéines à l'envers avec 10 kilos de protéines végétales, enfin 1 kilo de protéines animales. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les animaux, c'est la deuxième cause de l'émission de gaz à effet de serre. Donc des exemples comme ça, si on pouvait s'émerveiller et rester en contact avec la nature, on cesserait ces choses absolument absurdes. Tom Regan, un des grands défenseurs des droits des animaux, disait si seulement les murs des abattoirs étaient faits de verre, on ne pourrait plus continuer. Et de la même façon, si on était à ce point émerveillé suffisamment par la nature sauvage, par les êtres humains, comment pourrions-nous commettre des massacres de masse? Comment pourrions-nous ignorer la dégradation de la planète? Excusez-moi d'avoir trop parlé, il y a le blablacar, moi je suis le blablamoine, mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir. Voilà. Et puis, oh, bouge pas. Il veut repartir au Svalbard, là. Ouais, bah oui. Maintenant, dernier instant de méditation. Alors, vous savez, la parole, la musique, ça vient du silence, ça retourne au silence. Finalement, il n'y a que ça qui reste. Hein. Mais pendant qu'elle est là, cette musique peut nous émerveiller, chaque note. Si nous sommes attentifs, présents, cette note entre en nous comme des gouttes d'un élixir qui tombe dans notre cœur. Donc, écoutons cette musique. Merci à vous.
Thank you.